Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la deuxième séance de la deuxième partie de l'audience publique sur le projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique d'Héberville Station. D'abord, je demanderai aux personnes qui se sont inscrites pour prendre la parole de se présenter à la table d'accueil à l'arrière de la salle afin de nous aviser de leur présence. Merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait. Cela nous permettra de respecter l'ordre d'inscription à l'horaire. Nous avons 5 présentations prévues. Le temps alloué pour chacune des présentations est de 15 minutes. Je tiens à préciser qu'au besoin, ma collègue Stella Lenné et moi échangerons avec les intervenantes et intervenants afin de préciser leur point de vue. Celles et ceux qui n'ont pas réservé de plage horaire et qui désirent s'exprimer de manière spontanée peuvent s'inscrire dès maintenant au registre à l'arrière de la salle ou, pour le public qui nous suit à distance, en remplissant le formulaire prévu à cet effet sur le site Web du BAP ou en téléphonant au 1-800-463-4732, poste 6. Avant de commencer, voici quelques rappels importants. D'abord, tous les propos de cette deuxième partie, comme ceux de la première, sont enregistrés et les transcriptions seront disponibles dans environ une semaine au bureau et dans le site Web du BAP. Deuxièmement, tout comme l'initiateur du projet et les personnes ressources, vous avez la possibilité de rectifier des faits mentionnés dans le mémoire ou la présentation d'un participant ou d'une participante. Une rectification se limite à corriger des inexactitudes démontrées, comme une erreur de date ou de quantité, une fausse référence, une citation erronée. Il n'est donc pas question ici de se prononcer sur la justesse ou la suffisance d'une analyse ou d'une opinion. Pour vous prévaloir de votre droit de rectification, vous devez vous inscrire au registre à l'arrière de la salle ou pour les personnes qui nous suivent à distance en remplissant le formulaire prévu à cet effet sur le site Web du BAP ou en appelant au 1-800-463-4732, poste 6. Vous serez invité à prendre la parole à la fin de la séance. Vos propos devront être brefs et factuels. Vous pourrez aussi nous envoyer des rectifications par écrit jusqu'au 22 octobre. Enfin, nous souhaitons que le débat demeure serein et respectueux. Dans cette optique, nous ne tolérons pas les manifestations d'approbation ou de désapprobation, les remarques désobligeantes, les propos diffamatoires ou les attitudes méprisantes. J'invite maintenant Daniel Tremblay à l'avant pour prendre la parole. Bonjour, Monsieur Tremblay. Installez-vous confortablement. Prenez le temps qu'il vous faut. On vous écoute. Présentez-vous, présentez l'organisation pour laquelle vous êtes ici cet après-midi. Oui. OK. Je me nomme Daniel Tremblay. Je suis directeur régional de la Corporation des camionneurs en vrac depuis plus de moins 25 ans. Ça nous vieillit, mais c'est la vie, comme on peut dire. Je ne lirai pas le mémoire que j'ai déposé, comme vous n'avez eu copie. Je vais plutôt y aller paragraphe par paragraphe, peut-être même d'en sauter un peu, pour ayant l'objectif d'expliquer à peu près chaque paragraphe, l'association, c'est quoi nos camionneurs, c'est quoi nos bureaux, c'est quoi qu'on représente en tout pour la région de Saint-Lac-Saint-Jean. Excellent plan de match, on vous suit. C'est bon? Oui. En premier lieu, merci beaucoup de nous recevoir afin de dire nos observations et commentaires. On est un organisme à but non lucratif. OK, la Corporation régionale représente plus que 330 camionneurs. C'est des camionneurs indépendants que ça leur prend un permis d'exploitation de la Commission des transports du Québec. De ces 330 camionneurs-là qui sont membres de nos associations, la majeure partie de ces compagnies-là, c'est des petites entreprises de camionnage avec des pelles mécaniques, avec plusieurs camions et ainsi de suite. C'est leur commerce, autrement dit, c'est leur gagne-pain. De ce temps-ci, on ne peut pas cacher que cette année, le camionnage en vrac pour la région de Saint-Lac-Saint-Jean, même pour l'ensemble du Québec, c'est très, très, très tranquille. Ça fait que l'objectif, le conseil d'administration régional m'a mandaté de te présenter un mémoire au nom des 330 camionneurs. La manière que nous autres, ça fonctionne, on a des bureaux de courtage dans la région du Saint-Lac-Saint-Jean. On a 5 bureaux de courtage, dont avec 5 zones de vrac, 6 zones de vrac exactement. Autrement dit, on a 80 camionneurs qui sont membres à Roberval, 70 à Alma, on a peut-être bien une cinquantaine à Jonquière, 80 à Chicoutimi, puis une quarantaine à Labbé. La manière que ça fonctionne, c'est des organismes à but non lucratif qui ne sont pas là pour faire de l'argent.
Autrement dit, aussitôt qu'un entrepreneur, on travaille pour un entrepreneur général, aussitôt que l'entrepreneur général nous fait un paiement, nous autres, des in et out, on remet tout de suite l'argent aux camionneurs. Ça fait que l'objectif de nos organisations, c'est pas de mettre des millions dans notre compte, mais se faire travailler nos camionneurs avec des retombées économiques locales. Ensuite, on a le mouvement provincial. Notre organisation est en force depuis à peu près 57-58 ans. On a plus de 5000 camionneurs au Québec, dont 85 bureaux, qui sont répartis dans les 10 régions. Puis à peu près, comme je viens de vous expliquer, dans la région 4, où c'est Trois-Rivières, bien, il y a Shawinigan, puis ainsi de suite. C'est des parties avec des zones de vrac. Les zones de vrac ont été établies selon la Commission des transports du Québec. Habituellement, c'est selon les circonscriptions électorales. Ça fait que la zone de vrac, mettons, de Chicoutimi-Nord, c'est Dubuque-Nord, et ainsi de suite. C'est vraiment selon les circonscriptions électorales. Pour faire travailler tout ce beau monde-là, l'objectif, c'est de trouver justement du travail à long terme. C'est notre raison ici, notre présence aujourd'hui. Il faut que tous nos camions soient inscrits au PEVL. Ils ont des rondes de sécurité, ils ont Trace Québec, ils sont assujettis à être conformes sur le réseau routier avec la loi 430. Ça fait que nos camionneurs sont régis avec une réglementation très stricte. C'est la force de nos associations et de nos camionneurs. Pour un camionneur soit inscrit chez nous, comme on parlait de la zone de vrac, comme ici, ça va plus toucher Lac-Saint-Jean. Nos 80 camionneurs sont des résidents du secteur de la zone de vrac de Lac-Saint-Jean, où ça va toucher les travaux, justement, du site d'enfouissement d'Héberville Station. Si on regarde le portrait du camionneur artisan, le camionneur artisan, comme je disais, il se doit d'être conforme, il se doit de respecter la SAC, la loi 430. La loi 430, ça vient de la grosse tragédie des éboulements. Quand il y a eu 43 morts, le ministre Chevrette avait mis en force la loi 430. Ça fait qu'ils sont obligés d'avoir des logs électroniques, Trace Québec, ils sont obligés d'avoir des conformités pour aller sur le réseau routier qui soient conformes aux dangers de la route. Ensuite, nos taux. Nos taux, la manière que ça fonctionne, les camionneurs artisans, on a des taux établis par la Commission des transports, le ministère des Transports. À chaque 1er janvier, il y a 3 prémices. Il y a l'OPC, il y a la main-d'œuvre et le coût du diesel. Autrement dit, nous autres, à chaque début d'année, au 1er janvier, le ministère des Transports dit qu'un camion 12 roues travaille à 140 de l'heure. Un 12 roues, 160, mettons une semi-remorque, 180. Ça fait que quand les entrepreneurs généraux soumissionnent dans des devis, comme ça va être le cas, mettons, pour le site d'enfouissement, il ne peut pas avoir d'exagération. Tous les entrepreneurs soumissionnent avec le même tarif qui est établi par le ministère des Transports à chaque début d'année. La proportion, je donne un exemple, mettons, on ferait des chiffrons, un camionneur gagnerait 100 $ de l'heure pour un camion de 10 roues, il y a 40 % qui est touché par le diesel, 30 % la main-d'œuvre et 30 % l'indice du coût de la vie de chaque année. Je l'ai inscrit justement dans mon mémoire. On est régi par la Commission des transports du Québec. Chaque bureau de courtage a des règles strictes, cas de déontologie, règlements généraux. La manière que ça fonctionne, on a une liste de répartition qui est faite par un site Internet qui s'appelle monenquête.com. Ça a coûté plusieurs millions. Le directeur de courtage a besoin de 10 camions. Il entre dans un genre de données et le camionneur, nous autres, il reçoit ça par le téléphone s'il accepte ou il refuse la réquisition. On est régi par la Commission des transports du Québec, un peu comme Revenu Québec, Revenu Canada. Si j'aurais un camionneur qui se trouverait lésé dans ses droits, il pourrait faire une plainte à un inspecteur de la Commission qui débarquerait dans notre bureau, qui irait faire une vérification. On a une liste de répartition. Le camionneur qui a moins gagné, c'est lui qui est en haut de la liste, puis ainsi de suite. La journée qui gagne un peu plus, il s'en va plus bas, puis il y en a un qui prend sa place, ainsi de suite. L'objectif, au 31 décembre de l'année fiscale, il faut que, mettons, mes 80 camionneurs, mettons, dans le suppos de Lac-Saint-Jean, dans le mât, aient gagné à peu près sensiblement la même chose. OK? Comme je disais, les cas de déontologie axés sur le professionnalisme, on a des comptes audités, on a des comptes en fidéocommis. Nos comptables nous coûtent un coût astronomique parce que les comptes sont audités à chaque 31 décembre dans les états des résultats. En plus de tout ce beau monde-là, on fait partie
des plans d'urgence de partout. On a travaillé sur des gros sites comme Péribonca d'Hydro-Québec, la Manoine, les lignes de transmission 735 kV d'Hydro-Québec, Rio Tinto, les 3 grosses alumineries, programme de stabilisation des berges. À chaque fois qu'on a eu besoin de tous ces beaux grands partenaires-là, puis il fallait qu'ils aillent, mettons, au BAP, on a toujours appuyé justement les retombées économiques parce que nous autres, c'est vraiment notre survie pour le camionnage en vrac. Il faut que les gros travaux se fassent. Puis dans les dernières années, ça a trop arrivé souvent qu'il y a eu des belles annonces, puis en fin de compte, les gros projets dans notre région ne se sont pas faits. Ça fait que je trouve que pour le site d'enfouissement, ça serait primordial pour nos camionneurs locaux, puis les retombées économiques régionales, que ça se fasse. Ensuite, comme je disais, le plan d'urgence, entre autres, au déluge de 1996, comme je vous parlais tantôt, de 5000 camionneurs, quand on a des gros projets où on a des plans d'urgence comme le déluge, si j'ai plus assez de camions dans ma région, mes 330 camions, on fait appel à Forestville, qui nous en envoie une dizaine, Québec, une trentaine, puis ainsi de suite. Lors du déluge, on était au-dessus de 300 quelques camionneurs là, qui ont participé au plan d'urgence, là. Ça fait qu'on est vraiment proche de la réalité, vraiment proche de nos organismes publics, même nos organismes privés, parce que dans notre cas, nous autres, Rio Tinto, c'est quand même un partenaire important. On appuie tous ces partenaires-là, puis l'objectif, c'est vraiment là, de participer activement aux retombées économiques locales, puis c'est sûr qu'on va continuer à l'appuyer. Quand je vous disais tantôt, de plus en plus, l'environnement est multiprésent. Je regardais dans les derniers mois avec Constructo, ça c'est un site qu'on voit, il s'appelle d'offres publiques justement, SEAO, qui est rendu gouvernemental d'ailleurs. D'après moi, à chaque appel d'offres dans un devis, il y a du contaminé. Encore un matin, j'ai fait le 3e rang ici à Héberville, il y avait 3000 tonnes de contaminé. Puis ça a donné comme ça, je regardais un matin. À la base de Bagotville, on avait 1000 voyages à sortir. Ça n'a pas été vraiment rendu public, mais tous les sites de dépôt d'enfouissement n'étaient pas prêts à recevoir ce contaminant-là. 1000 tonnes, compte tenu que c'était une genre de mousse qu'ils mettaient sur les F-18, le contaminant était dans le sol, ça fait que bon, nous autres, on était comme pas prêts à recevoir ça. Fait qu'on a envoyé ces 1000 tonnes-là dans le coin de Montréal. Ça fait qu'autrement dit, ces retombées économiques-là, on les a pas vues, on n'était pas prêts. Puis, je trouve que les sites d'enfouissement, pas juste le RMR, ils ont une saine gestion, puis ils le font bien. Ils le font bien. Puis, comme je disais tantôt, pour avoir des retombées, tantôt avec des multinationales qui veulent venir ici, il faut être prêt, puis il faut être proactif. Si on n'a pas la grandeur du terrain, par la force des choses, peut-être que la grosse multinationale ne voudra pas venir ici, parce qu'on ne sera pas prêt. Puis, c'est important d'être prêt pour maximiser les retombées économiques régionales. Ensuite, on a beaucoup d'ententes avec plusieurs partenaires. Comme je disais, programme de stabilisation des berges, on a des clauses de camionnage là-dedans. Construction des 3 alumineries, on a eu des clauses de camionnage. Les projets éoliens de Rivière-du-Moulin, on avait déposé un mémoire à l'époque, on a eu des clauses de camionnage. Quand on dit des clauses de camionnage, ça garantit des retombées pour la région. Autrement dit, l'entrepreneur général arriverait avec tant de camions, il est obligé d'utiliser la moitié des camions des camionneurs locaux. Le plus bel exemple, un entrepreneur réussirait à avoir un camion ici pour le site, il viendrait de Montréal, il arriverait avec ses 50 camions. S'il n'y aurait pas de clause de camionnage, bien, tous nos camionneurs locaux ne pourraient pas participer activement à ces travaux-là. Ça fait que c'est primordial dans les appels d'offres publics d'avoir des clauses de camionnage. En 1999, avec Louise Arel, avec le projet de loi 71, a donné aussi également l'opportunité à toutes les villes, les municipalités, à avoir des clauses de camionnage dans les devis, dans leur appel d'offres. Dans mon cas, à moi, comme ça fait longtemps que je suis quand même là, je vous dirais que j'ai 99% de toutes mes municipalités, toutes mes villes ont toutes des clauses de camionnage dans leur devis. Que ce soit Ville de Saguenay, Ville d'Annemont, Roberval, Dolbeau, les petites municipalités, les MRC, que ce soit de Bégin à aller à Saint-Charles-le-Bourget, on a des clauses de camionnage qui garantissent les payeurs de taxes ou les locaux à participer activement à tous les petits projets. Qui fait qu'au bout de l'année, bien, tous ces beaux petits camionneurs-là, Batins, bien, ils réussissent à gagner leur vie, puis ça garantit une retombée locale. Quand on parle de la bonification de l'entente, nous autres, ce qu'on souhaite,
de la Régie des matières résiduelles, c'est que dans les appels d'offres, l'objectif, c'est de décrocher le maximum de contrats régionalement. On a aussi l'introduction d'une clause de camionnage dans les devis pour les retombées économiques. Et ensuite aussi, à chaque début de contrat, demander à l'entrepreneur de signer une entente avec l'organisme de courtage. Ce qui fait en sorte que la Régie des matières résiduelles, eux autres n'ont pas à jouer à la police. Si j'ai un problème avec l'entrepreneur, bien, ça va via des juristes où on s'assied, on s'entend. L'entrepreneur, le promoteur, lui, il met dans le devis, il met un article qui fait que 50 des camions se doivent être donnés à l'organisme de courtage. Puis par la force des choses, avec notre petite entente avec l'entrepreneur, on réussit toujours à s'entendre. Là. De manière juridique, c'est bien rare qu'on se rend là, on s'assied et on s'entend. Ça fait que l'Association des camionneurs en vrac de la région du Saguenay-Saint-Jean, les 330 camions, appuient le projet du site d'enfouissement d'Héberville Station. J'espère que ça va aller de l'avant, qu'on va être proactif, qu'on va être prêt quand les grosses entreprises vont vouloir lever la main pour venir dans notre belle région. Je ne sais pas s'il y a des questions. Là, j'ai été très vite. Là, je suis habitué de parler. Là. Mais écoutez, c'est parfait. Non? Écoutez, vous nous aviez averti. Le plan de match me convenait totalement. Puis, si vous êtes d'accord, on va échanger justement là, avec vous. Parce que, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, on a lu votre mémoire. Donc, il y avait des éléments là-dessus qu'on avait notés puis qu'on s'était dit quand on sera ensemble, on en parlerait. Moi, je voulais savoir, en lecture de votre mémoire, là, vous parlez de l'implication de la Corporation des camionneurs dans les différents projets ici et là. Moi, je voulais savoir la situation actuelle avec la RMR, le LET, comme il fonctionne actuellement. C'est quoi la différence entre ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer au niveau du projet d'agrandissement s'il est autorisé? Donc, les relations que vous avez ou les implications, je dirais, dans les opérations régulières du LET actuel versus ce qui va se passer plus tard. Comment ça marche, tout ça? Pour la Régie des matières résiduelles, on a toujours participé activement avec eux autres. Que ce soit par un entrepreneur général qui a fait des rénovations, des réparations, et puis ainsi de suite, on a toujours quand même été présent là. C'est sûr que si on arrive avec une opportunité que c'est un entrepreneur d'une autre région, on ne partira pas. Ça va être plus difficile de participer activement. Ça fait quand même plusieurs années là, que la Régie matières résiduelles, la RMR, existe. Je me rappelle à l'époque, avec Alfred Boivin, avec Claveau et Fils, on avait été partenaires avec eux autres. Est-ce qu'il y avait une clause de camionnage? J'ai un blanc de mémoire, parce que je ne me rappelle pas de tous les devis. Quand je regardais, en tout cas pour déposer cette mémoire-là, c'est primordial d'avoir la clause de camionnage, parce que de ce temps-ci, il y a beaucoup de gros entrepreneurs là, qui arrivent de l'extérieur, pour ne pas les nommer, genre dans le rang ici ou le rang du fromage, là, on appelle ça le rang 6 à Alma, c'est un entrepreneur de Victoriaville qui est là. Comme c'est des appels d'offres publics, n'importe qui peut soumissionner, puis ça ne garantit pas nos retombées économiques. Fait que par la force des choses, avec la Régie de matières résiduelles, la MR, bien, on souhaitait être vraiment partenaire. À long terme, on a toujours quand même travaillé pour eux autres. On aurait plus travaillé, mais là, on veut se garantir vraiment un partenariat d'affaires avec eux autres. Là. Non, donc, je comprends qu'il y a des petits des transports, là, peut-être pas sur la collecte des déchets, là, mais éventuellement sur le transport de recouvrement de matériel qu'ils ont besoin pour certains travaux. Vous êtes impliqués actuellement? Oui, absolument. Alors, nous autres, on est à benne basculante, qu'ils appellent. Hein? On transporte la neige, le sel, le déglaçage d'hiver, on construit les routes, le pavage, l'excavation. C'est vraiment nous autres qui fait le réseau routier au Québec, qui fait l'entretien et les structures et ainsi de suite. C'est sûr qu'on n'a pas de camion à benne avec des ordures en arrière. Là. OK? Mais c'est vraiment construction de route, CCQ. Il y a un point que j'ai oublié. Je vais prendre 30 secondes pour l'expliquer. Oui, allez-y. Chaque camionneur chez nous est hors décret de la construction. La minute qui est inscrit à un organisme de courtage, il est hors décret. Ça fait qu'au lieu de payer 30 à 40 % plus cher, parce que quelqu'un qui est avec une carte de compétence de la construction va coûter entre 30 et 40 % plus cher. Ça fait qu'autrement dit, le taux que je vous expliquais tantôt pour un 10 roues à 130, il devrait plus être à 130, il devrait être peut-être à 180 et 185. Ça fait que nous autres, l'entrepreneur qui soumissionne, lui, il prend en considération s'il a besoin de 40 camions durant tous les travaux de la construction du site, puis il ne faut pas que les camions sortent du chantier, bien, c'est beaucoup plus avantageux de prendre des camionneurs
membres de nos organismes qui ne payent pas hors décret de la construction. Ça fait que la soumission va être plus basse. En passant, là, parce que là... Oui, non, c'est très clair. Merci de l'avoir expliqué. J'aurais sûrement posé des questions, mais c'était très clair. Justement, je reviens sur les clauses de camionnage, mais aussi dans votre mémoire, vous aviez plusieurs je dirais, revendications ou demandes. Là. Je vais peut-être plus des demandes. Ouais. Dont les clauses de camionnage, fractionner le chantier, tout ça. Est-ce que vous êtes assis avec la RMR pour en discuter? Est-ce que vous avez échangé? Quelle relation vous avez pour faire valoir les points en dehors de cet après-midi, là, on s'entend? On a eu une visioconférence qui a duré environ 1 heure. C'était la première fois que je voyais, je parlais avec M. Rollo. On a eu un très bon échange, vraiment un échange de partenariat. On n'a pas rentré dans les détails de qu'est-ce qu'il y a à faire, comment il y a de quantité à transporter, comment on a de bâtisses à construire. Moi, en lisant un petit peu là, les informations, j'ai vu qu'est-ce qu'il y avait à faire. Il y a aussi le nombre d'années. On ne fait pas tout ça en 1 an. Là. Ça fait que le partage là, va se faire sur une longue période. Mais je vois d'un très bon œil là, le partenariat là, avec les personnes là, régionaux là, du RMR. Là. Donc, il y a déjà comme un début de relation d'affaires qui est en oui. place, là, avec une première rencontre, discussion. Oui, puis c'était très courtois, là, puis très professionnel. Là. Excellent. Bien, écoutez, M. Tremblay, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir. Ça a été très... Je t'ai souhaité de venir hier à 10h moins quart, mais je trouvais ça tard un peu. Ça a bien fait qu'on puisse vous accueillir après-midi. Je t'ai souhaité en visioconférence. Excellent. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Bon après-midi. Merci encore. Merci. On va passer à la prochaine intervention de la part de Michel Bergeron. Donc, j'invite M. Bergeron à l'avant. Bonjour, M. Bergeron. Installez-vous, prenez votre temps. Donc, vous pouvez vous présenter l'organisme que vous représentez, puis ensuite, la parole est à vous. Bonjour à vous, membres de la commission. Je m'appelle Michel Bergeron. Je suis le président de la protection du lac Kenegami, APLK, et résident de la Baie-Cascouilla. Alors, je vous lis mon mémoire que j'ai fait parvenir la semaine passée. Le 15 juillet 2021, j'ai participé à un reportage dans le cadre de l'émission La Semaine verte qui portait sur la dégradation des lacs au Québec. Quand l'équipe de tournage est arrivée au bord du lac, dans le secteur de la Baie-Cascouilla, il y avait une 50aine de goélands posés au centre du lac. D'entrée de jeu, ils m'ont dit « Ça, c'est vraiment pas bon pour un lac ». Venant de personnes bien informées, ça m'a mis la puce à l'oreille et à partir de l'automne 2021, j'ai été plus attentif à la présence de ces oiseaux. Et j'ai constaté qu'on pouvait en dénombrer quelques centaines par jour sur le lac jusqu'au mois de novembre. Au cours de l'année suivante, la présence des goélands dans la baie s'est accentuée. En effet, les citoyens du secteur dont je fais partie ont remarqué qu'il y en avait un peu tout au long de l'été, mais que dès la fin août, la population de goélands devenait beaucoup plus importante dans la baie. La Baie-Cascouilla est un secteur qui est plus fermé et en retrait par rapport au Grand Lac Kenegami. La profondeur de l'eau est plus faible et l'occupation humaine est forte. Ces 3 éléments accentuent la vulnérabilité de ce secteur du lac. Nos observations sur le va-et-vient des oiseaux ont permis de constater qu'ils provenaient du secteur de lieu d'enfouissement technique LET, Héberville Station, qui est situé à environ 3 km à vol d'oiseau. Il arrivait dans cette direction, passait la journée sur la Baie-Cascouilla et repartait dans cette direction vers 17 heures. Il n'y avait pratiquement pas de goélands dans la baie les fins de semaine. Nous avons supposé qu'étant donné les activités étaient réduites au LET durant la fin de semaine, les goélands y restaient car ils étaient moins dérangés. Après que la PLK ait fait quelques déclarations publiques pour faire connaître le phénomène, la compagnie des matières résiduelles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, RMR, m'a contacté. S'en est suivi quelques rencontres avec des employés de la régie, une visite des lieux et quelques tentatives pour firmer le déplacement des goélands, mais cela n'a rien donné de concluant. La firme Environnement CA a été engagée pour effectuer le dénombrement des goélands. Des représentants de la firme sont venus à quelques reprises lorsque j'observais un grand nombre d'oiseaux. Une journée, la personne mandatée a compté plus de 3000 goélands dans la baie. Le lac Kenegami fait partie du réseau de surveillance des lacs MEL-CCFP.
J'ai exposé la situation à un spécialiste de la santé des lacs et voici l'information que j'ai reçue verbalement. Outre les oiseaux qui occupent la baie en grand nombre et dont la présence inhabituellement importante peut être dérangeante pour les riverains, les principaux risques pour la qualité de l'eau en lien avec une augmentation importante et anormale des fientes de goéland seraient 1. Une augmentation du phosphore et de l'azote, donc un risque accru de fleurs d'eau cyanobactériques et d'eutrophisation accélérée. Je tourne ma page. 2. Contamination bactériologique de l'eau et des risques accrus pour la santé des usagers tels que la dermatite du baigneur, des otites, de la gastroentérite, à la suite d'ingestion d'une eau contaminée par des organismes pathogènes. Une augmentation de la charge organique dans l'eau, un accroissement de l'activité bactérienne liée à la décomposition de cette matière et une baisse de l'oxygène dissous dans l'eau. En 2023, j'ai discuté du problème avec le député Yannick Gagnon pour qui la protection du lac Kanagami est une priorité. Il a mis sur pied un comité pour discuter de la protection du lac, mais surtout du problème des goélands à la baie Kaskouya. Nous étions plusieurs autour de la table, des employés de la RMR, 2 députés, des représentants de la ville, la présidente de l'OBV, etc. Dès la première rencontre, j'ai demandé qu'une firme indépendante soit engagée pour faire une étude sur les risques que représente une augmentation d'oiseaux sur le lac. Dénombrement, échantillonnage de l'eau et évaluation des répercussions sur l'état de la santé du lac à moyen terme. Au fil des rencontres, il a été convenu que la firme Environnement CA effectuerait le travail à la charge de la RMR. Cette approche ne me semblait pas optimale du côté de l'impartialité de la firme, mais il ne me semblait pas y avoir d'autre choix. 4 rencontres du comité ont été tenues sur le sujet, chose difficilement explicable. Après la mise en place du comité, une diminution du nombre de goélands dans la baie a été observée. La firme Environnement CA a remis son rapport en avril 2024. Ce rapport est axé sur le résultat moyen de l'échantillonnage et sur la comparaison avec les résultats d'années antérieures effectués par le réseau de surveillance des lacs. Dans la conclusion, le rapport mentionne que bien que l'apport en nutriments des fientes de goéland puisse jouer un rôle, son importance relative reste à déterminer. Concernant la contamination bactériologique, le niveau de coliformes fécaux sont acceptables, mais la détection de Campylobacter spp soulève des préoccupations quant à l'impact potentiel des goélands. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette relation. L'APLK conclut que l'étude réalisée par Environnement CA est insuffisante et non concluante et souhaite que les relevés supplémentaires soient faits pour mieux comprendre le phénomène et mieux documenter l'impact des goélands sur la qualité de l'eau de la baie Kaskouya. Pour optimiser les suites, l'APLK pense qu'une revue de littérature scientifique devrait être réalisée sur le sujet et qu'un nouveau plan de suivi environnemental devrait être établi en impliquant l'équipe de spécialistes MEL-CC-FP. Comme président de l'APLK, je peux témoigner des efforts qui sont déployés par l'association pour sensibiliser la population à la protection du lac, poursuivre annuellement la qualité de l'eau dans plusieurs secteurs du lac pour protéger le bassin versant du lac Kanagami et certains territoires exceptionnels. Nous sommes tous bénévoles et nous donnons notre temps parce que nous croyons dans le dossier des goélands de la baie Kaskouya. Dans le dossier des goélands de la baie Kaskouya, j'en suis venu à la conclusion que, comme association, nous étions allés au bout de ce que nous pouvons faire. Nous nous sentons un peu comme David contre Goliath. Aujourd'hui, je peux confirmer qu'un grand nombre de goélands sont toujours présents dans la baie. Il y en a des milliers chaque jour et cette situation durera probablement jusqu'aux glaces. Comment penser que cela n'a pas d'impact sur la qualité de l'eau de la baie Kaskouya? Comment ne pas faire de lien avec le LET d'Héberville Station? Et surtout, comment ne pas s'inquiéter que le problème s'intensifie à la suite d'agrandissement du LET?
du LET, si la situation n'est pas documentée, comprise et contrôlée? Faut-il attendre que le nombre de goélands séjournant dans la baie Kaskousa devienne tel que l'eau n'y soit plus baignable? Mon objectif aujourd'hui est de sensibiliser les commissaires du BAP à la présence accrue des goélands dans la baie Kaskouya en lien avec l'exploitation du LET d'Héberville Station. Je souhaite que la situation soit prise au sérieux et traitée comme un réel problème potentiel pour la qualité de l'eau du lac Kenegami, pouvant affecter les usagers du secteur. L'APLK agit dans une optique de prévention en cohérence avec le mandat de protection du lac. Merci de prendre en considération les préoccupations légitimes exprimées dans cette demande. Pour finir, Monsieur le commissaire, depuis quelques jours, il y a une diminution des goélands sur la baie. Les oiseaux, c'est ça, c'est des animaux, c'est incompréhensible. Il y a des journées qu'il y en a des 1000, il y a des journées qu'il y en a des 100, il y a des journées qu'il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on demande un suivi. Deuxième chose, je veux remercier le député Yannick Gagnon et les employés de la RMR parce que, même avec ce problème-là, ils nous ont donné une bonne collaboration, puis j'ai quand même confiance en ces gens-là. Mon intervention vise à ce que, dans l'avenir, le problème des goélands dans la baie Kaskouya continue d'avoir un suivi de la part de tous les intervenants. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Excellent, M. Bergeron, c'était très clair. Merci beaucoup. Ma collègue commissaire, quelques questions pour vous, si vous nous le permettez. Oui. Bonjour, M. Bergeron. Dans votre mémoire, vous nous parlez de vos observations, surtout depuis 2021. Mais est-ce que vous avez des observations à nous partager sur la situation avant 2021 et aussi avant l'ouverture du LET en 2014, concernant bien sûr les goélands? On dirait que ça a commencé là. Là étant 2021. 2021. Oui. Puis, en discussion avec vraiment les citoyens du secteur, là, ben, on s'est aperçu vraiment en 2021 là, le plus d'achalandage des oiseaux en tant que tel. Puis, avant, il y en avait comme un peu durant l'été, comme un peu à d'autres places là, dans le lac Kenegami. Là, on pouvait en dénombrer là, une vingtaine, des fois, dans une journée, une quinzaine. Mais on dirait que c'est cette année-là que ça a comme apparu, tout d'un coup. Ils ont décidé, ils ont trouvé le spot. OK, merci. Puis, est-ce que vous avez, vous personnellement, observé soit une dégradation de l'eau dans la baie de Kaskouya? Est-ce que vous avez des observations personnelles sur la qualité de l'eau? À l'œil, non. Par contre, moi, personnellement, comme bénévole du réseau de surveillance des lacs, c'est moi qui prends les échantillonnages depuis maintenant 6 ans, 3 fois par été, puis aussi les mesures de transparence à peu près une dizaine de fois dans l'été. Puis là, bien, en me basant sur l'étude là, qui a été faite par Environnement CA, puis il y a eu une petite dégradation, là, comme on peut voir. Est-ce que c'est juste par rapport au goéland ou par rapport à l'ensemble de l'œuvre? Ça, bien, c'est à déterminer. C'est sûr que quand je demande un suivi, c'est justement pour pas arriver dans 15 ans puis dire, bon, on aurait donc dû suivre plus que ça parce que là, il est trop tard. Fait que c'est pour ça que je veux qu'il y ait un suivi périodiquement. Puis, il faut dire aussi que le réseau de surveillance des lacs, c'est fait par des bénévoles comme moi. Puis moi, bien, ce que j'ai toujours demandé, c'est qu'il y ait une firme indépendante qui soit engagée pour justement suivre l'évolution du lac par rapport au goéland. Surtout avec l'agrandissement qui s'en vient. Je pense que ça va être important de suivre cette évolution-là pour être sûr de faire ce qu'il y a à faire parce qu'il y a sûrement des choses qui peuvent être améliorées.
Justement, concernant ce suivi-là et les demandes que vous exposez dans votre mémoire, vous souhaitez avoir des relevés supplémentaires, la revue de littérature scientifique, un plan de suivi environnemental. Est-ce que ces demandes-là, vous les avez partagées avec la Régie des matières résiduelles? J'avais demandé, je l'avais dit dans mon mémoire, là, dès les premières rencontres, j'avais demandé qu'une firme indépendante soit engagée, avec je voulais aussi des biologistes. Puis j'aurais aimé ça aussi que le ministère de l'Environnement se mette le nez là-dedans un petit peu. Là. Je trouve que on a un ministère de l'Environnement, mais j'ai pas vu personne là, qui sont venus voir ça, puis qui sont venus expertiser ou qui sont venus... Tu sais, nous autres, on est des bénévoles là, au réseau de surveillance des lacs. Là. Moi, j'ai pas fait d'études en biologie ou en... ça prend du monde qualifié là, pour suivre ça, là, cette évolution-là. Vous touchez à la deuxième partie de ma question. Est-ce que vous avez fait état de ces demandes-là au ministère de l'Environnement, à la direction régionale du ministère? Non. OK. Parfait, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bergeron. Bon après-midi. On va pivoter vers une intervention en ligne. Donc, ce sera par vidéo. Donc, on a M. Alexandre Richard qui devrait nous entendre et être prêt à présenter son mémoire. Donc, à vous la parole, M. Richard. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Vous m'entendez? Oui. Excellent. Donc, bien content d'être ici là, pour vous présenter un peu mes préoccupations par rapport au projet. Donc, mon mémoire s'intitule « Réduire à la source une solution de substitution à l'enfouissement ». Donc, je vais quand même être bref. J'ai des points qui me préoccupent là, par rapport au projet que j'aimerais vous faire part. En gros, ça concerne l'internalisation des coûts de décontamination du passif environnemental qui est généré par l'enfouissement pêle-mêle des déchets, là, tel que proposé par l'initiatrice. Donc, dans mon mémoire, j'aimerais que la commission puis que l'initiatrice prennent compte de ce fait-là, que quand la durée de vie utile des membranes va être atteinte, en fait, il va rester encore des résidus et qu'il peut y avoir des impacts là, pour les prochaines générations. Ça peut faire en sorte que ça augmente le risque qu'il y ait un transfert de passif environnemental intergénérationnel. Puis ça me préoccupe beaucoup, vu que, en fait, à l'intérieur des sites d'enfouissement, il y a des contaminants qui peuvent être inconnus à ce jour. De plus en plus, on en entend parler, par exemple, comme les PFAS et autres molécules. Donc, en gros, ça, c'est un point qui me chicote un peu par rapport au projet. Il y a aussi, je parle aussi que on devrait réduire à la source, en fait, en amont, comme solution de substitution. Ça, c'est, je pense que, comme je fais part dans mon mémoire, que le modèle d'entreprise à but non lucratif par la régie qui constitue l'entreprise de déchets en cause, je crois que c'est le meilleur modèle pour pouvoir en arriver. Donc, en gros, c'est ça. Dans mon mémoire, je parle aussi du fait que les entreprises en parallèle, les industries, commerces et institutions, ainsi que les générateurs de CRD, sont les principaux générateurs de détritus en devenir. Donc, ce que je propose dans mon mémoire, je lance ça, on en a parlé un peu là, en première partie de l'audience, mais on n'a pas vraiment de bilan de masse. Là. On ne sait pas combien il y a de détritus éventuel qui est produit à l'échelle des MRC, qui est desservi par le projet. Puis ça me préoccupe un peu parce que c'est comme, aujourd'hui, en 2025, on pourrait produire une quantité X de déchets, puis on n'a pas vraiment idée de la durée de vie de ces composantes-là. Puis éventuellement, dans le futur, les prochaines générations vont avoir à le gérer, pas nécessairement aujourd'hui. Donc, en gros, je crois qu'il devrait y avoir un bilan de masse qui est généré,
puis que la production ainsi que l'importation des détritus en devenir, c'est-à-dire n'importe quelle composante qu'on utilise quotidiennement, va finir un jour dans un site d'enfouissement. Donc, mon point, c'est qu'il faudrait au moins savoir ce qu'il y a de présent, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qui est déjà existant, puis pour éventuellement là, faire une modélisation de ce qui va se passer dans le futur pour les prochaines générations, parce que là, si on continue à ce rythme-là, je pense qu'on n'y arrivera pas, puis on va frapper un mur un jour. Je crois qu'il est déjà atteint, mais bon, j'élaborerai pas trop là-dessus. En gros, c'est ça. Procéder à la disposition pêle-mêle des détritus représente un déni volontaire de la part de l'ensemble des parties prenantes. Puis je m'inclus là-dedans. Là. Ça arrive que je génère des déchets quand même. Puis j'invite l'initiatrice à surpasser le cadre réglementaire et de prendre la pause nécessaire afin de considérer l'ensemble des solutions de rechange à l'enfouissement avant d'aller de l'avant avec ce projet d'agrandissement. Donc, en gros, ça résume pas le mémoire. Aussi, j'ai parlé des... donnez-moi 2 petites secondes. J'ai parlé aussi des moyens préventifs là, qui permettraient d'appliquer la hiérarchie des 3 RV, incluant refuser la production, l'importation et la mise en marché des biens et services non essentiels qui sont susceptibles de devenir un résidu ultime, je viens d'en parler, de réduire graduellement la production et la mise en marché de biens et services. 3, réutiliser et réparer les biens déjà disponibles afin de limiter la production et ultimement la mise en marché d'un volume additionnel de biens constitueront inévitablement un fardeau de gestion pour les prochaines générations. 4, partager de façon équitable les biens et services existants. On n'est pas obligé nécessairement d'en produire d'autres. On peut utiliser ce qui est sous-utilisé présentement. 5, un point que je trouve très important par rapport au projet, ce serait de caractériser les sites de stockage de détritus afin d'internaliser l'ensemble des coûts. Évaluer le passif environnemental puis le comparer à l'état de référence pré-enfouissement. Ici, là, je ne demande pas de décontaminer l'ensemble du site, mais au moins que la société soit au courant, 1 mètre cube de déchets qui est généré, tel quel comme on l'enfouit présentement, ben, c'est quoi les efforts qui seraient nécessaires pour le décontaminer une fois qu'on a touché une par-dessus l'autre, c'est-à-dire résidus ultimes puis différentes couches de valorisation, en fait, là, incluant le matériel de recouvrement, les sols contaminés, le fluff automobile et tout ça. Donc, en gros, une fois que c'est tout ensemble puis qu'on se dit « Oh, il faudrait revenir en arrière, ça coûte combien? » Puis par la suite, bon, on pourrait le comparer avec d'autres modes de gestion, puis incluant aussi là, la réduction à la source. Là, ça nous ferait réfléchir sur la conception des détritus en devenir, là, principalement. Je pense que c'est un enjeu qui est majeur puis d'intérêt général. Là. Donc, en gros, ça résume pas mal mon mémoire. Puis, si vous avez des questions. Merci beaucoup, M. Richard. Certainement qu'on a des questions, quelques éléments d'échange avec vous. Je vous remercie de votre participation d'entrée de jeu. Je vais aller sur vos solutions ou vos propositions. Peut-être pour vous aider, je vais vous nommer les pages de votre mémoire à laquelle se retrouve cette proposition-là. Je vais commencer avec une proposition de solution de rechange que vous évoquez à la page 1 de votre mémoire où vous parlez d'une mise en valeur du site archéologique. J'aimerais vous entendre là-dessus, élaborer un peu pour mieux comprendre ce que vous entendez par site archéologique et comment vous considérez le mettre en valeur. Bien, en gros, c'est une proposition qui peut paraître un peu farfelue à première vue, mais tous les sites archéologiques, quand les archéologues trouvent un site d'enfouissement qui date de plus longtemps que l'année passée, on va dire, ça se trouve à être un site archéologique de prédilection. Donc, en gros, avec les sites d'enfouissement qui sont actuels, j'imagine qu'on est capable de voir l'évolution de... En fait, ça représente la société, en fait, là, les sites d'enfouissement. Donc, quand on fouille là-dedans, la manière que je l'apporte, c'est que, admettons qu'on prendrait une zone délimitée là, dans le site d'enfouissement en question, puis qu'on dirait, bon, ben on agit comme si ce serait un site archéologique. Là, on est capable de voir tout ce qu'on a fait dans le passé,
puis surtout d'internaliser les coûts. Toutes les couches de détritus, économiquement, ce n'était pas viable de valoriser à l'époque, ce qui est à dire hier. Si on déciderait, pour internaliser les coûts, de valoriser en fait ce site-là, en disant on va se servir d'une partie du site, on va dire, là, c'est sûr que ce ne serait pas le site au complet, on se servirait de ce passif environnemental-là pour nous afficher les coûts réels de décontamination. Là, après, on serait en mesure d'avoir une idée réelle du coût de l'enfouissement. Parce que là, on parle de, je pense, une centaine de dollars la tonne, mais en tout cas 100 à 200 dollars la tonne que ça coûte, en fait, aux contribuables pour enfouir, mais ça ne représente pas le coût réel. C'est sûr qu'il y a de nombreuses externalités qui ne sont pas internalisées là-dedans. Puis comme j'en parle dans mon mémoire, ben c'est ça, hein, les externalités des uns sont le profit des autres, j'ai l'impression. Ça reste une hypothèse, mais c'est sûr que ce site-là, entre autres, pourrait être un site, une partie du site pourrait être un site archéologique. Puis, d'autant plus qu'il y a de l'énergie, il y a du biogaz qui sort des anciennes cellules qui pourrait vraiment servir à faciliter, en fait, la caractérisation puis le traitement éventuel pour libérer de l'espace, ce qui éviterait d'avoir à agrandir le site dans les milieux boisés et les tourbières. Donc, au lieu de prendre le gaz, ce que je propose dans mon mémoire, c'est au lieu de prendre le gaz pour le vendre aux offrants, par exemple à Énergie, pour ensuite que ce gaz-là soit utilisé pour générer d'autres détritus, bien, à la place, on prendrait ce gaz-là pour décontaminer le site actuel puis libérer de l'espace. Mais évidemment, c'est sûr que c'est beaucoup plus coûteux. Je reviens à votre idée de site archéologique, M. Richard, le site archéologique que vous proposez. Dans le fond, si je comprends bien, c'est comme une forme d'outil de sensibilisation ou d'information pour le public. C'est de réserver un espace dans le thé pour qu'éventuellement les gens puissent voir la progression du remplissage, puis éventuellement l'évolution dans le temps des méthodes, si on peut dire ainsi, d'enfouissement. C'est comme ça que j'ai compris votre réponse. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Comme moyen de sensibilisation et sensibilisation aussi à l'internalisation des coûts réels de l'enfouissement. On s'entend que décontaminer des sites au complet, je ne crois pas que c'est possible, mais comme outil de sensibilisation, je crois que ça pourrait servir. Excellent. Merci. C'était très clair. J'ai une deuxième question. Sur une autre des propositions, vous semblez avoir des solutions. Là, c'est à la page 3 de votre mémoire. Vous semblez avoir des solutions ou des propositions qui permettraient de traiter les résidus ultimes puis les matériaux de recouvrement in situ, c'est-à-dire sur le LET, dans le LET directement, pour libérer de l'espace sur le site pour éventuellement réutiliser cet espace-là, si je comprends bien. Est-ce que vous pouvez un peu élaborer sur ces façons de faire-là? Bien, je crois qu'il y en a déjà dans ce coin-là. Je crois que c'est... peut-être je m'abuse, les noms, je ne connais pas par cœur, mais il y a des sites, en fait, de décontamination. Ce que je trouve un peu aberrant là, par rapport au modèle actuel, bien, je crois que vous êtes déjà au courant, là, mais entre chaque couche de recouvrement, pour le recouvrement journalier, on peut étendre des sols contaminés ou du verre concassé qui est issu des résidus de CRD ou autres. Puis, je trouve ça un peu aberrant parce qu'on appelle ça de la valorisation, mais il y a des procédés, par exemple, qui utilisent du gaz, entre autres, qui permettent de décontaminer des sols. Puis par la suite, ces sols-là, quand ils atteignent un certain niveau de contamination qui est correct pour être accepté dans un site d'enfouissement comme recouvrement journalier, il est ajouté à chaque jour dans le site d'enfouissement. Mais j'imagine que c'est sous toute réserve, il est recontaminé par les matières de la journée d'après. Donc, c'est sûr que c'est un peu un travail inutile de décontaminer des sols pour ensuite aller les recontaminer dans un site d'enfouissement. Tant qu'à moi, ça ne fait pas de sens. Fait que c'est dans ce sens-là que je propose d'évaluer la possibilité d'utiliser le gaz qui est issu du site, comme j'en ai parlé tantôt. Il y a du gaz qui va être généré pendant encore plusieurs années. Au lieu de le vendre, on pourrait l'utiliser pour décontaminer les sols,
qui ont été enfouis couche par couche au fil des années. Parfait. Très clair, M. Richard. Merci beaucoup de votre participation. Merci des réponses à vos questions. Puis je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Merci à vous. Merci. Bonjour. Prochaine intervention, on revient en salle maintenant. Prochaine intervention, Philippe Lucinki. Bonjour, M. Luzinski. Comment allez-vous? Bonjour, Monsieur le Président. Ça va très bien. Excellent. Prenez votre temps. Installez-vous. Vous pouvez vous présenter l'organisme que vous représentez, puis on est tout à vous. Oui, j'aurais besoin d'une précision sur l'organisme que je représente. Oui, mon nom est Philippe Luzinki. Je suis urbaniste, directeur général adjoint pour la municipalité de Saint-Bruno. Mais ici, je viens vous parler. Je représente 3 municipalités. Les municipalités d'Héberville-Station et la municipalité d'Héberville. D'ailleurs, quand il fallait s'inscrire, je n'ai trouvé que l'espace pour Saint-Bruno. Je n'ai pas pu ajouter les autres noms des municipalités et je trouverais important qu'ils y soient parce qu'elles sont partie prenante, elles partagent le même mémoire que je viens vous présenter. Bien alors voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Et puis, c'est pourquoi les 3 municipalités? C'est parce en septembre, on a entrepris un projet de fusion municipale. Alors, nos règlements sont déposés. Et lorsqu'il s'agit d'enjeux importants qui vont durer encore au-delà d'une période d'élection, on trouve important que l'opinion qu'on présente soit partagée par les 3 municipalités. D'emblée, simplement préciser que ce mémoire, il n'y a pas la prétention de représenter une analyse exhaustive sur tous les impacts environnementaux d'un LET, mais simplement au plan municipal de présenter une réflexion des 3 municipalités qui cohabitent avec le LET déjà depuis une dizaine d'années. Pourquoi agrandir le LET? Cette question-là, on se l'est déjà. En réalité, on y a déjà eu une réponse en 2014-2015, lorsqu'il y a eu une entente avec Saguenay. On a compris que la vie utile de notre LET allait être accélérée. Alors, pourquoi? C'est parce qu'on est rendu... On a créé le site d'enfouissement, le LET d'Héberville-Station, avec 30 municipalités du lac Saint-Jean. Auquel s'est ajouté Saguenay. C'est maintenant 50 municipalités, l'ensemble de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui enfouit ses déchets à Héberville-Station, en passant par le territoire de Saint-Bruno. D'emblée, vous dire que l'enfouissement des déchets, pour nous, c'est encore un mal nécessaire et on ne voudrait pas faire le débat des mesures pour enfouir moins de déchets ici. On les adresserait davantage au gouvernement du Québec qui nous donne les orientations, les politiques et qui dresse la table pour nous, les municipalités, les représentants municipaux, mais également pour des gestionnaires comme la RMR. Alors, d'emblée, les 3 municipalités que je représente aujourd'hui, elles soutiennent le projet d'agrandissement du LET d'Héberville-Station, puis notamment sur le principe, pour avoir vu arriver le site, avoir vu sa naissance, notamment sur le principe d'améliorer des infrastructures existantes qu'on a mis en place depuis 2014, plutôt que d'en créer de nouvelles à différents endroits. Améliorer les infrastructures mises en place, pour nous, les municipalités, c'est de regarder le contexte dans lequel on cohabite, par exemple à partir du transport des matières résiduelles. La RMR a construit un chemin de 3 km. Ce chemin-là qui donne accès aux LET, il y a un volume de camionnage très accru depuis sa construction. On semblait parler d'une trentaine de municipalités. Dirons-nous 30 camions au départ et maintenant une cinquantaine, dirons-nous 50, 60 camions maintenant. Le volume de camionnage
La cohabitation avec les propriétaires et les résidents du secteur, c'est un enjeu, c'est une préoccupation qu'on partage, notamment été comme hiver avec l'entretien hivernal, notamment sur la durée aussi. Le site est en exploitation, le LET accueille des déchets 5 jours semaine, mais les propriétaires qui entourent le secteur, ils sont 7 jours semaine. Alors, il y a des préoccupations au niveau du chemin, de la sécurité aussi du chemin. Comme je vous disais, il y a de la villégiature. Alors, il y a moyen d'améliorer ce qui se fait. La Régie des matières résiduelles fait d'ailleurs pas mal d'efforts, mais il y a toujours moyen de faire mieux en cette matière et on s'attend à mieux avec le projet d'agrandissement. En deuxième lieu, le bruit des opérations du LET, tant au niveau des opérations qu'au niveau du dynamitage. Encore là, on a fait des bonnes choses, mais il y a toujours moyen d'améliorer les choses. Il y a toujours moyen d'améliorer les façons de faire. Alors, je vois, puis on reconnaît que la Régie fait un bon bout, mais on ne voudrait pas dormir sur nos lauriers parce que c'est une préoccupation très sensible pour les secteurs de villégiature autour. On a vécu certains épisodes d'odeur aussi. Encore là, beaucoup de mesures ont été déployées, même des programmes, tantôt je parlais du bruit, les odeurs pareilles, des programmes de compensation annuels avec auprès des voisins du site, avec la Régie des matières résiduelles, les municipalités concernées autour. On a établi un programme de compensation monétaire annuel auprès des voisins. Ça, je pense encore là qu'il y aurait peut-être des façons de moderniser, d'améliorer ces ententes-là. Quatrième point, les goélands. On entend présence accrue des goélands. En effet, on est parti d'un secteur forestier où il y avait à peu près pas de goélands, il était plutôt au lac Saint-Jean et sur le bord du Saguenay. Là, on en voit arriver davantage. Encore là, on a des bonnes techniques, mais il y a des infrastructures qui vieillissent mal à cause de la présence des goélands. Et encore là, on espère continuer de discuter avec la Régie pour pouvoir trouver des façons d'améliorer. Quand je pense à des équipements qui vieillissent mal, on a un réservoir d'eau très proche du site qui était construit avant même l'arrivée du site. Et la présence accrue des goélands nous demande des casse-têtes incroyables pour en assurer l'entretien et le bon ordre. Donc, on préfère, comme on vous dit, l'opinion des municipalités d'Héberville, Héberville Station et Saint-Bruno, c'est d'améliorer ce qui a été mis en place depuis 2014 en matière de traitement des matières résiduelles, de moderniser nos ententes, les mesures déployées jusqu'à maintenant, plutôt que de recommencer une page blanche, un nouveau site, de nouveaux impacts, un nouveau terrain récepteur. On considère qu'on a fait du bon travail jusqu'à présent, mais qu'il reste encore un énorme besoin de s'améliorer. S'améliorer ne veut pas dire de rajouter de l'argent dans les plans de compensation et autres. On voit davantage en matière de développement durable. Ce qu'on attendrait du projet d'agrandissement, c'est que tout le monde en parle comme une bébite, comme un mal, comme une autre affaire. On voudrait le voir comme que le projet d'agrandissement, il représente une opportunité pour que les 50 municipalités qui sont parties prenantes partagent ensemble une approche où les installations de traitement des matières résiduelles puissent contribuer à une valeur ajoutée au territoire qui les reçoit. Permettez-nous d'espérer que le traitement des matières résiduelles sur le territoire qui l'accueille, ça pourrait contribuer à la création de projets environnementaux en périphérie du site. Tantôt, on parlait de gaz pour traiter les matières enfouies.
Le gaz pourrait également servir à des projets créateurs d'emplois. On voit dans le haut du lac qu'on a fait avec des matières résiduelles comme les gaz, des serres à concombre. On voudrait sentir davantage la contribution sur le territoire qui reçoit les matières de toute la région. On voudrait que ça représente une valeur ajoutée à notre territoire, qu'il y ait certains projets de valorisation des matières résiduelles qui puissent être créés directement sur le territoire. Il y a des entrepreneurs qui cherchent à avoir du plastique, qui cherchent à avoir toutes sortes de produits qui pourraient transformer ou recycler sur le territoire des municipalités qui l'accueillent. Et ça représenterait pour nous une valeur ajoutée. Des exemples aussi simples que le siège social de la RMR. Oui, c'est bien qu'il soit à Alma, dans la ville-centre du Lac-Saint-Jean, mais pour nous, ça aurait représenté un symbole qu'il soit sur le territoire des municipalités qui l'accueillent et qui puisse éventuellement accueillir des familles qui travaillent au siège social. Ça, pour nous, ça représenterait encore une plus-value d'un équipement comme ça, d'en disposer. En terminant, j'entendais tout à l'heure qu'on parlait des générations du passif environnemental, des générations qui vont nous suivre. Bien, effectivement, comme municipalité qui accueille le LET, on voudrait qu'il y ait un plan clair pour la fin de vie utile du LET, qu'il y ait un plan bien adressé, qu'on sache à quoi s'attendre, qu'on ne voudrait pas avoir à subir les montagnes de déchets qui ont été enfouis sans avoir été avisé des impacts lorsque le site sera fermé. Qu'est-ce qui va advenir du site fermé? Qu'est-ce qu'on va faire des bâtiments? Qu'est-ce qu'on va faire des lixivias qui pourraient s'écouler encore et autrement? Ça, c'est une préoccupation qui nous touche. En somme, on est pour l'agrandissement du site actuel. Comme on vous dit, les déchets, pour nous, c'est un mal encore nécessaire à enfouir. Mais on voudrait réellement le voir comme un projet environnemental de valeur ajoutée à notre territoire et non pas que comme une dompe de cochonnerie. Merci, M. Luzinski. Ma collègue, Mme Lainé, quelques questions et échanges avec vous. Bonjour, M. Luzinski. Vous avez mentionné que vous souhaitiez, dans le cadre de l'agrandissement du LET, moderniser les ententes mises en place en 2014. Je crois que vous parliez des ententes de compensation financière. Oui. Et qu'est-ce qui est compensé et qu'est-ce que vous avez en tête comme modernisation de ces ententes-là? Bien, le moderniser, comme je vous dis, au-delà de l'argent qui nous permet d'administrer les dommages collatéraux, c'est que ces ententes-là prévoient des gestes concrets de valorisation du territoire ou de recyclage ou de création ou de transformation des gaz et qu'on puisse les récupérer et qu'ils puissent... Ou encore là, comme je vous dirais, que des entreprises qui font du recyclage ou qui travaillent dans les matières résiduelles sur le territoire des municipalités qui accueillent le site puissent avoir des multipoints dans l'analyse de leur éligibilité à soumissionner ou à recevoir le projet. Que ces gaz-là, que ces valeurs ajoutées-là du recyclage ne partent pas ailleurs, au-delà de la région, à tout le moins qu'ils soient davantage récupérés ou que le terrain récepteur en ait bénéfice avant les autres secteurs. OK, je comprends. Mais si je reviens à la modernisation des ententes de compensation financière... Ça touche au-delà de l'argent, que ça touche d'autres moyens, comme des projets. Je vous dirais, par exemple, je parlais de la circulation et de la difficulté de cohabitation, bien, qu'on s'engage à faire des sentiers pour les 4 roues, des sentiers récréatifs. La RMR dispose d'un lac à proximité, mais qu'on puisse justement enlever les villégiateurs de la seule route qui a été créée pour les déchets, de pouvoir les amener à se promener, à circuler, à faire de la récréation extensive autour du lac. Fait que pour nous, c'est un peu ça que j'entends, moderniser les ententes qui prévoient au-delà des coûts de dollars par tonne enfouie,
qu'on prévoit des projets de valeur ajoutée. OK. Donc, les montants qui vous sont alloués actuellement comme compensation financière, est-ce qu'ils vous permettent déjà de dégager des revenus pour d'autres activités? À peine, je vous dirais, au-delà de l'argent, comme on vous dit, on veut sentir que ça préoccupe. Les gens de la RMR qui travaillent assez proches, on les sent très préoccupés puis très alertes. Mais les 50 municipalités qui font partie de la RMR, j'ai souvent l'impression qu'un coup que les déchets sont partis de la porte de leur maison ou de leur limite de territoire, bonsoir, on ne veut plus rien savoir. Alors souvent, comme municipalité qui accueille la RMR et leurs installations, on a eu à interpeller le conseil d'administration de la RMR. Et souvent là, on s'est senti, isolé comme David contre Goliath un peu, une municipalité contre toutes les municipalités de la région. C'est là où qu'on désirait sentir plus de partenariat, plus de concertation, au niveau, comme je vous dis, de valeur ajoutée sur le territoire qui accueille les déchets. OK. Donc, tantôt, vous nous avez parlé de projets de valorisation. Vous avez donné d'excellents exemples. Est-ce que les projets, quand vous dites de contribuer à la création de projets environnementaux en périphérie du site, ça, pouvez-vous élaborer, nous donner des exemples? Bien, je soulevais tantôt des serres qui utilisaient des biogaz pour se réchauffer. Alors, on a des terres agricoles autour. Ça, c'est une des affaires. Je pense qu'on a fait certains efforts au niveau de la restauration des cours d'eau, plantation timide d'arbres et autrement. On pourrait davantage enrober le cours d'eau qui reçoit tous les rejets d'eau usée. Et encore là, c'est pas une perspective d'argent, c'est une perspective de gestes qui vont rester sur le territoire, qui vont avoir une pérennité sur le territoire, qui permettent de s'approprier un peu l'environnement au niveau des cours d'eau, au niveau des... Parfait. Merci beaucoup de vos précisions. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Bon après-midi. On va passer à une prochaine intervention de la part de Marie-Noëlle Bérère. Bonjour, Madame Bérère. Vous pouvez vous installer. Bonjour, Mesdames, Monsieur le Président. Premièrement, je vais d'emblée vous dire que c'est la première fois que je participe à un BAP, donc je suis super nerveuse, mais tu sais, une fois que c'est dit, ça va retomber. Ça va mieux. Nous, c'est la première fois qu'on vous rencontre. Oui, donc c'est la même chose. Mais je suis toujours aussi charmante. Donc, parfait. Bien, excellent, ça va bien se passer, inquiétez-vous pas. Puis là, j'ai manqué le début de l'autre présentation, mais je pense que tout simplement, je lis le document. Si vous avez des questions... Comme vous voulez, c'est vous. Vous êtes là, c'est vous la bosse. En fait, la seule contrainte que vous avez, c'est un temps. Dans le fond, vous avez 15 minutes. Parfait. Puis après le 15 minutes, on va échanger avec vous pour questions, précisions sur certains points de votre mémoire. Sachez que le mémoire, on l'a déjà reçu, on l'a lu. Parfait. Donc, on s'est préparé en conséquence. Vous avez déjà vos questions prêtes. Là. Oui, c'est ça. Parfait. Mais ça se peut qu'il y en ait d'autres qui arrivent en cours de route. Il n'y a pas de problème. Puis, donc, c'est ça. Prenez votre temps. Puis, Parfait. vous n'êtes pas obligé de lire le document. Vous pouvez le résumer dans vos mots aussi. Puis après, on échange. C'est vous qui décidez. Je vais le lire comme ça. Ça vous va n'oublierez m'aider. rien. Je n'oublierai rien, c'est ça. Parfait. Je ne devrais pas faire de faux pas. Donc, Monsieur le Président, dans le cadre du projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique, le LET, d'Héberville Station, la MRC Domaine du Roi est heureuse de déposer ce mémoire en appui à ce projet. C'est à titre de préfète suppléante de la MRC que je prends la parole aujourd'hui, en remplacement de M. Yannick Baillargeon, qui est notre préfet de la MRC Domaine du Roi. Je tiens à préciser que ce dernier, M. Baillargeon, siège également au Conseil d'administration de la Régie des matières résiduelles, la RMR du Lac-Saint-Jean, à titre de vice-président de l'organisme. Il aurait aimé être présent, mais étant donné qu'il ne pouvait pas être présent, vous avez droit à son acolyte aujourd'hui. Constituée en octobre 2008, la RMR est le fruit d'une entente intermunicipale entre les 3 MRC du Lac-Saint-Jean, dont l'objectif principal est de répondre
aux cibles fixées par la politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Bien avant la signature de cette entente, nos MRC étaient déjà partenaires en matière de recyclage grâce au centre de tri de Roberval, situé sur notre territoire. Ce centre a récemment bénéficié d'un investissement de plus de 15 millions de dollars afin de répondre aux nouvelles exigences de la modernisation de la collecte sélective initiée par le gouvernement du Québec. Dans cette perspective, la Régie a signé une entente de partenariat avec Éco-Entreprises Québec, organisme gestionnaire reconnu par le gouvernement, pour assurer la collecte et le tri des matières recyclables. Grâce à ces efforts, le taux de détournement atteint aujourd'hui près de 60 ce qui équivaut à 12 000 tonnes de déchets. Et la Régie s'est fixé l'objectif ambitieux de porter ce taux à 75 donc l'équivalent de 15 000 tonnes. Au cours des prochaines années, notamment grâce à l'embauche de nouvelles ressources en sensibilisation, axées principalement sur les entreprises. On a vu, là, suite au nouveau, puis là, je vais me tromper dans l'acronyme, évidemment, là, dans le PGMR. Merci de collaborer. C'est ça, c'est ce qui avait ressorti, là, qu'on avait peut-être une petite lacune là, du côté des entreprises. Donc, c'est pour ça qu'on vise un peu plus, pas cette clientèle-là, mais ce type-là d'intervention là, avec nos nouvelles ressources. Cet engagement traduit une conviction profonde. L'enfouissement doit rester un ultime recours et nous nous mobilisons collectivement pour réduire au maximum les volumes qui y sont destinés. Un autre projet d'importance est celui du tri sur chantier, mené en collaboration avec l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, communément appelée APCHQ, et Réemploi Plus. Je rappelle que l'année 2023 a été marquée par une hausse exceptionnelle de 121 % des résidus de procédés, représentant environ 10 000 tonnes supplémentaires envoyées à l'enfouissement, principalement du bois de CRD, construction, rénovation, démolition, faute de débouchés disponibles. Ainsi, notre indicateur est passé malheureusement de 444 kilos par habitant en 2021 à 581 kilos par habitant en 2023, soit une hausse de 137 kilos par habitant en seulement 2 ans, ce qui complique sérieusement l'atteinte des objectifs fixés. Consciente que le manque de solutions pour le CRD constitue un défi à l'échelle du Québec, la Régie a agi rapidement en mettant en place une entente tripartite visant l'intégration du tri sur chantier. Déjà, 5 entrepreneurs se sont engagés dans le projet et reconnaissent que le tri à la source devrait à terme devenir une obligation. Nous suivrons de près l'évolution de cette initiative au cours des 2 prochaines années. En conclusion, la MRC du domaine du Roi réaffirme son engagement à collaborer avec ses partenaires régionaux afin de faire de la gestion des matières résiduelles un exemple de bonne gouvernance et d'innovation. Nous croyons fermement que ce projet d'agrandissement du LET d'Héberville Station constitue une étape essentielle pour soutenir la transition vers une économie circulaire, réduire notre empreinte environnementale et répondre de manière responsable aux besoins de notre territoire. Je vous remercie. Merci. J'ai une question pour vous. Oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, finalement. J'ai pas bégayé. Ça a super bien été. Ça a été très bien. J'ai des questions en lien avec votre mémoire. Je vais vraiment essayer de répondre du mieux possible selon mes connaissances. Et si vous n'avez pas la réponse, c'est vraiment pas grave. Parfait. Je ne vous inventerai pour rien, le premier. Il n'y a pas de problème. En fait, vous avez parlé, entre autres, là, d'un indicateur, l'augmentation de 121 là, qui était l'indicateur d'enfouissement qui est passé de 444 kg par habitant à 581, je crois. Oui, il me semble. Puis, dans le fond, votre citation, c'est « Cela complique grandement l'atteinte de nos objectifs ». Bien, l'objectif, en plus, la RMR a un souhait d'aller, tu sais, on parlait d'un 75 d'amélioration, bien, de diminution des quantités plutôt que, mais oui. Puis, de votre point de vue, qu'est-ce qui se passe si vous n'atteignez pas vos objectifs? Là, je parle du point de vue de la MRC. Là. C'est une très bonne question. Au niveau de la MRC, qu'est-ce qui se passe si on n'atteint pas nos objectifs? C'est une bonne question. J'aimerais ça que mon préfet soit ici présent pour répondre à ma place, mais
Je ne sais pas, Mais mais dans c'est les ça. discussions que vous avez, quand ça arrive sur la table, là, parce que c'est sûrement arrivé sur la table dans vos discussions, dire, oh, là, cette année, ou en 2021, 2023, on a eu une augmentation de 121 %, peu importe les chiffres, là. Quelles sont les discussions qui s'en suivent? Bien, c'est sûr que l'idée d'avoir des... Tu sais, souvent, la problématique, c'est, je vais dire pas par méconnaissance ou par refus de s'informer adéquatement. Tu sais, souvent, les entreprises, le chemin le plus facile, c'est le conteneur à déchets traditionnel. Je l'imagine ici, là. C'est pour ça que je le pointe là. OK. Mais c'est de là l'importance d'avoir engagé des ressources qui vont, eux, se déplacer, aller faire de la formation, bien informer les gens. Puis c'est vraiment pour diminuer la méconnaissance. Les gens pourront plus dire par la suite qu'ils ne savaient pas. Puis c'est aussi des fois, parfois, avec ces ressources-là, de mettre en place des méthodologies pour faciliter le travail, bien, principalement là, pour les entreprises, là, mettre en place des stratégies là, de vraiment optimiser la façon de travailler pour réduire les déchets. Excellent. Puis peut-être une autre expérience, vous me direz ce que vous avez comme information Oui. sur cette expérience-là. Vous avez parlé du projet de tri sur chantier. Oui. Puis vous dites que dans votre MRC, il y a 5 entrepreneurs qui Bien, participent. autour du lac Saint-Jean. OK, pas spécifiquement Pas dans spécifiquement dans notre MRC, mais oui. Le projet était a été offert à la grandeur du lac Saint-Jean. Puis, donc, sur votre territoire ou de votre connaissance, les retours sur l'expérience que des entrepreneurs ou est-ce que vous avez des contacts avec des gens qui ont participé au projet, puis comment ils ont vécu ça, comment ils ont les résultats, puis s'ils ont aimé, pas aimé, ou bref. Il y a place à amélioration. Là. Ce qu'on m'a dit, c'est vraiment que bien, sur les 5, il y en a pour qui c'était plus facile, plus, je vais le dire dans mes mots, là, charmante comme je suis, mais plus fluide, là, qui avait une volonté aussi. Ça porte sur les épaules d'humains, là, ce genre de participation-là. Donc, c'est vraiment une volonté d'entreprise. Fait qu'il y a eu des entreprises où est-ce que c'était plus facile. Il y a place à amélioration. Puis le grand défi, c'est de valoriser ces matières-là pour la suite. Puis ça, c'est un défi mis à la grandeur du Québec, là. Puis nous, dans notre secteur, là, dans notre MRC, en fait, il y a deux endroits pour le bois qu'on appelle qui serait de très mauvaise qualité, là, qui serait plus difficile à revaloriser, pardon. On a, entre autres, Domtar à Saint-Félicien, où est-ce qu'il y a des usines de cogénération là, qui vont pouvoir brûler ces matières-là pour pouvoir créer de l'énergie, de la chaleur, tout ça. Donc, il y a Domtar, puis il y a la cogène, qui sont tous les deux à Saint-Félicien. Saint-Félicien étant sur le territoire de la MRC de Domaine-sur-Roi. Donc, ce qui reste à la fin, ce qui n'ont pas été capables de revaloriser de façon optimale, a toujours cette option-là, qui est à très peu de distance, là, évidemment, là, parce que, étant donné que ces deux entreprises-là sont autour du lac Saint-Jean, bien, c'est pas comme les envoyer à l'extérieur de la région. Je comprends. Excellent. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ça répond très bien à ma question. Merci beaucoup. Puis j'espère que vous avez aimé votre première expérience puis que vous allez la reproduire éventuellement. Merci beaucoup. On verra pour la suite. Mais merci. Bon après-midi, Merci. Mme Bérard. Je vais prendre le prochain intervenant. Il s'agit de M. Pierre Bergeron. Bonjour, M. Bergeron. Bonjour à vous deux. Comment allez-vous? À tous ceux qui sont ici aussi. Là. On est tous concernés par ça. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Moi, on est là pour vous, on vous écoute. Fait que prenez votre temps. Moi Guy ici, Ouellette, c'est mon ami, là, mais on peut avoir des idées différentes. Parfait. Pierre Bergeron de Saint-Bruno ici, avec comme moi, mon ami M. Lozinski. Alors, moi, ça va être court. C'est écrit, c'est ça, parce que je ne voulais rien oublier. Parfait. Puis c'est quelque chose que je disais toujours à tout le monde. Puis là, j'ai dit, là, il faut que je le dise
Vous Ici. venez de dire au BAP. C'est ça, Parfait. exactement. Les Mais c'est- les oreilles du BAP sont ouvertes. C'est positif. C'est parfait. Fait que le Allez-y. sujet de mon propos, je ne comprends pas pourquoi le Grand Saguenay n'a pas encore son propre lettre d'enfouissement. Je trouve inconcevable que l'on permette le transport d'une quantité énorme de gros camions qui partent du Grand Saguenay pour venir ici au lettres du lac Saint-Jean. On fait de gros efforts pour construire des autos électriques pour diminuer les émanations des véhicules à essence. Plus ça va avancer, plus vous allez comprendre mon propos. J'ai travaillé comme technicien au Grand Saguenay. Je suis allé dans toutes les firmes d'ingénieurs conseils, les compagnies de construction, les compagnies de grands projets. Ils ont la capacité et le territoire pour se faire, eux aussi, un lettre d'enfouissement. Je crois que les gens n'ont pas saisi c'est quoi le territoire du Grand Saguenay. Les faits sont que des camions de déchets partent de... Moi, c'est toutes les villes que je suis allé. Je ne peux pas certifier que les autres, ils nous envoient tout ça, mais moi, le Grand Saguenay, pour moi, j'ai fait le lac Saint-Jean, le Grand Saguenay jusqu'à Bécomo. OK? Mais le Grand Saguenay, moi, je suis allé... Le Grand Saguenay, là, c'est plusieurs villes. Là. Tu commences par Jonquière, Arvida. Des camions qui partent de Chicoutimi Nord, de Saint-Honoré, de Falardeau, Saint-Fulgence, en montant du côté de plus là-bas, de l'Abbé. Il faut aussi imaginer tous ces camions-là. Là, je ne suis pas sûr de moi, je ne veux pas compter des mauvaises histoires, mais probablement aussi, de l'autre côté, là, Saint-Félix-d'Otis, Rivière-Éternité, L'Anse-Saint-Jean, Petit-Saguenay. Je suis allé travailler dans toutes ces petites municipalités-là, puis les grosses, pendant 25 ans. Tout le lac Saint-Jean aussi. Moi, c'est mon opinion personnelle. Okay? Fait que je ne peux concevoir toute l'essence brûlée par ces camions qui viennent et retournent. Je trouve cela triste. Cela détruit nos routes. Cela pollue. Ma conclusion, que laisserons-nous comme héritage à nos petits-enfants quand le nouveau lettre sera encore plein? Ça va faire 2 fois qu'on l'aurait grandi. Là. Moi, j'en avais déjà parlé avec Guy. Ma recommandation, oui pour le nouveau lettre. Moi, je sais que puis récupérer, comme les autres ont dit, si on est capable de plus récupérer avant de faire de l'enfouissement, c'est ça qui va être le mieux. Mais moi, je dis oui pour le nouveau lettre, mais avec une condition. Moi, la condition que je mettrais, c'est bien simple, c'est que le Grand Saguenay se construise un lettre pour leur ville, puis qu'ils fassent ça pour qu'au moins dans 10 ans, on ait pu à recevoir leurs déchets. Ça va économiser tout le camionnage de là-bas à ici. Puis que là, on va pouvoir peut-être, comme M. Luzinski a demandé, une prédiction plus importante de notre lettre. Parce que quand il va être plein, puis encore, Chicoutimi, qu'est-ce qu'on va faire, là? Nos petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? À un moment donné, je ne connais pas le territoire où il est, là, mais à un moment donné, on ne pourra pas refaire encore une 4e fois. Moi, je trouve qu'il y a un gros manque de la part du Grand Saguenay. J'ai travaillé là toute ma vie, puis je trouve ça très désolant, parce que je les ai vus faire des poubelles, puis ils en font s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. Bergeron. Je ne sais pas si Mme Lainé a une question. peut-être Bref, oui. on a Ouais, là, tout échange avec vous. là, Là. mais oui, c'est ça. Oui. On jase. On jase. OK, c'est ça. Oui, je comprends que votre préoccupation principale, elle concerne le camionnage et surtout, donc, dans le fond, les émissions de gaz à effet de serre aussi qui proviennent des camions. Nos routes qui sont Sinon- maganées, c'est des gros camions, ça, là. C'est ça. Et quand vous dites à condition que le Grand Saguenay, là, je compris qu'en fait, c'est la région, vous voulez dire les MRC, L'autre MRC, mettons, là, tu sais, du Saguenay, là, la MRC, je ne sais pas comment est-ce qu'elle s'appelle. Là. qu'ils aient leur propre Exactement. LET. Ils ont un C'est gros ça. territoire aussi. Ça éviterait les distances. Vous savez, les distances de promenage des camions, là. Moi, je trouve ça aberrant aujourd'hui. C'est loin, là. Si le camion, il part dans l'autre bout, là-bas, de l'Anse-Saint-Jean, puis qu'il s'en vient ici, puis il retourne vide, on s'en va, là.
Je trouve que ça n'a aucun bon sens. C'est pour ça que je dis ça, là. Fait que là, je me le disais tout haut, puis j'écœurais mes voisins, puis tout le monde. Là, il faut le dire, c'est tout. Moi, c'est dit, je suis pour le projet, en faisant attention à tout ce que les autres ont dit, c'est de diminuer tout ça. Puis, Vas-y. pardon, vous résidez à Saint-Bruno? Oui, je demeure ici, oui. OK, c'est ça. Est-ce que les camions, vous voyez les camions, vous entendez les camions passer? Vous êtes près du... Oui, je suis allé de la- encore faire un traitement à Chicoutimi, là, aujourd'hui, puis quand je suis arrivé, il y en avait 3 ou 4 qui venaient juste de passer, là. Des gros camions. OK, parfait. Je vais laisser mon... Monsieur Bergeron, vous avez fait un beau topo de votre, en tout cas, C'est du personnel. moins un parcours de votre vie En tout cas, dans le Grand Saguenay. Peut-être une question difficile, mais peut-être que vous avez une réponse. Vous, là, avec la connaissance du territoire que vous avez, vous dites, je ne comprends pas que Saguenay, le Grand Saguenay n'ait pas son LET. Vous le metteriez où, le LET du Grand Saguenay? Peut-être une question difficile, là. Non. Mais- Non. Ah non, ils ont du territoire, là. Il n'y a aucun problème, là. Du côté nord, ça serait difficile. Du côté sud, où ce que justement, toutes les petites municipalités, tout ça, là, faire comme nous autres, on a fait, une voie d'évitement dans le bois, là, mettons, là, tu sais, là, en s'en allant vers... Tu te trouves à repogner encore le parc, là, la même hauteur, là. Il y aurait de la place. Hein. Je comprends pas que ça n'existe pas, là. Je trouve... Il y en a qui vont me dire, le gouvernement, il ne veut pas multiplier les sites, là, mais à un moment donné, il faut penser aussi au transport des camions. Super. En tout cas, moi, c'est Très- mon idée. Bien, on est très Tu sais, content on de vous avoir reçu. Puis d'avoir Merci beaucoup de m'avoir écouté. fait plaisir. Je vous souhaite une belle fin, Merci beaucoup. belle fin de journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, c'était la dernière intervention de la journée. Le registre est maintenant fermé. Donc, ceci met fin à la deuxième partie de l'audience publique sur le projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique d'Héberville Station. Je vous rappelle que vous pouvez consulter les documents déposés et les transcriptions des séances publiques sur le site Web du BAP et qu'ils seront disponibles en version papier à notre bureau à Québec. Pour ceux et celles qui n'auraient pas de connexion Internet, la bibliothèque d'Héberville Station en propose une gratuitement. Plusieurs des documents relatifs au projet y sont aussi offerts en version papier. Les personnes désirant exercer leur droit de rectification par écrit auront jusqu'au 22 octobre pour le faire. Si vous n'êtes pas en mesure de respecter ce délai, veuillez en avertir Kim Maloney, coordonnatrice, à défaut de quoi la commission d'enquête pourrait décider de ne pas accepter votre rectification. À la suite de la deuxième partie, la commission poursuivra ses travaux et son rapport sera déposé au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, au plus tard le 15 janvier 2026. Parallèlement aux travaux de la commission, le ministère responsable de l'Environnement procède à sa propre analyse environnementale. C'est à la lumière des résultats de cette analyse et du rapport du BAP que le ministre fera sa recommandation au Conseil des ministres. La décision d'autoriser le projet, de l'autoriser sous certaines conditions ou de ne pas l'autoriser appartient au Conseil des ministres et non au BAP. Je tiens à remercier les personnes qui se sont intéressées à nos travaux ou qui ont participé en posant des questions, en déposant un mémoire ou en s'exprimant en séance publique. Merci également aux personnes ressources et à l'équipe de l'initiateur du projet pour leur collaboration à cet exercice démocratique. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe du BAP, autant celle en salle que celle qui nous suit à distance, un peu dans l'ombre, mais ô combien essentielle à la réalisation de nos séances. Merci également à Michel Jean-Benoît de l'équipe de sonorisation et de captation vidéo. Ce fut un grand plaisir d'être avec vous ici à Héberville Station. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée.